avec un réel plaisir que je me retrouve cet après-midi avec vous, au nom de M. le recteur, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, à cette cérémonie d'ouverture de ce panel organisé par la Direction des affaires sociales et du genre de l'UCAD. Je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de M. le recteur de l'UCAD, vous souhaiter la bienvenue. Comme vous le savez, la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre en lien avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et en est pour cette année 2023 à sa 31e édition. Cette journée de célébration a été mise en place pour éduquer et sensibiliser le public en faveur de la santé mentale et contre la stigmatisation. Donc je voudrais, pour terminer, remercier et féliciter le professeur Aïda Sylla, directrice des affaires sociales et du genre de notre université, pour la tenue de cette rencontre qui participe à l'animation scientifique de notre espace universitaire. Le prétexte était de familiariser la communauté universitaire avec la direction des affaires sociales et du genre, récemment créée par le recteur, afin de promouvoir la solidarité et l'épanouissement des agents de l'université, de promouvoir une politique universitaire de prise en charge des affaires sociales de la communauté, de promouvoir et assurer la protection sociale des agents vivant avec un handicap et de promouvoir une politique universitaire sur l'égalité des chances et sur l'égalité des sexes, sur le plan des opportunités de travail et des responsabilités, et d'éliminer toutes les contraintes qui empêchent les agents de maximiser leur contribution à la construction de l'université. Cette direction se compose de 3 divisions, une division de soutien psychologique, une division équité et égalité de genre et une division aide sociale. Je pense que nous le savons tous, la notion de bien-être au travail est de plus en plus promue. Il est vrai que chaque fois que nous parlons de soucis, nous pensons à des problèmes de santé, mais beaucoup plus de santé physique qui s'appuie sur des symptômes, qui s'appuie sur des explorations. Une de nos invitées, que je ne citerai pas, qui est dans la salle, a l'habitude souvent de me dire, et bien que faisant partie aussi de l'école de Dakar, vous autres de l'école de Dakar, médecins, on dirait que vous êtes des policiers. Vous êtes toujours en train de suspecter, de chercher quelque chose que vous ne savez pas toujours trouver. Et pour faire la transition et dire que chaque fois qu'il y a un problème de santé, c'est la recherche diagnostique, c'est les analyses, c'est les radios. Et quand on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent, on a l'habitude de dire « tu n'as rien ». Et comme le disait un de mes maîtres en psychothérapie, souvent ce n'est pas « tu n'as rien, repars chez toi », mais « tu n'as rien, va aller voir le psy ». Pour dire que les psys même ont tendance à devenir des spécialistes du rien. Tout cela pour dire que nous faisons focus sur la notion de souffrance, qui peut faire qu'un sujet est mal quelque part. Et autant on peut avoir mal à sa tête, à son bras, à sa poitrine, on peut aussi avoir mal à son existence. On peut avoir mal à sa famille. On peut avoir mal à son couple, mais on peut aussi avoir mal à son travail. Et je pense que ce sera notre sujet du jour, comprendre que le travail, qui est certes important, qui est valorisé, qui est quelque chose que tout le monde cherche, peut, s'il n'est pas bien géré, être à l'origine d'une souffrance psychique et d'une souffrance somatique qu'il faut aller parfois donc rechercher. Et c'est dans ce cadre que nous voulions aujourd'hui faire connaître cette direction, faire connaître le travail qu'il fait à travers les conférences que mes 2 collègues vont présenter, sensibiliser la communauté,
sur ce qui peut découler du travail et nous faire souffrir et savoir que nous pouvons être aidés. Parce que souvent, certains déséquilibres psychiques peuvent induire un dysfonctionnement dans les équipes. Et nous le voyons souvent, les enseignants-chercheurs sont connus comme particuliers. En termes prosaïques, on dira qu'ils sont compliqués, mais de manière beaucoup plus approfondie, on peut voir ce qu'on peut appeler la solitude du chercheur, une certaine manière d'être, une certaine rigueur qu'il s'inflige au point de s'isoler socialement, et ce qui peut induire non seulement une souffrance, mais des dysfonctionnements au niveau des équipes. Et c'est pourquoi cette direction mettra à la disposition de la communauté des numéros de téléphone où, par solidarité, les agents pourront signaler un membre de l'équipe qui est en souffrance pour qu'avec une stratégie particulière, nous puissions l'amener à se faire aider, l'amener à parler avec d'autres personnes pour pouvoir mettre un terme à cette souffrance qui, si elle n'est pas bien gérée, peut se répercuter donc sur la productivité des équipes. Donc voilà les quelques mots de conclusion, d'introduction que je voulais donner, Monsieur le Doyen, en vous remerciant d'être là pour représenter le recteur, mais d'être là aussi comme membre à part entière de la communauté universitaire. Les risques psychosociaux et souffrance au travail. Je vais structurer mon intervention de la façon suivante. Après une brève introduction qui me permettra de définir la santé mentale, je vais dans un premier point de mon intervention rappeler les liens entre la santé mentale et le travail. Ce sera l'occasion pour moi de montrer que ces liens-là ne sont pas si lisses qu'il n'y paraît, qu'il y a beaucoup de problèmes du point de vue des rapports entre la santé mentale et le travail. Ça sera le point 1. Et dans mon second point, je vais justement essayer de vous présenter les différents risques qui sont encourus par le travailleur sur le lieu de travail, et du point de vue de sa santé mentale. Et dans un dernier point, qui viendra juste donc après avant la conclusion, donc nous allons parler de la souffrance qui peut naître, qui peut être générée par une non prise en compte, un défaut de prise en compte des risques psychosociaux, des problèmes de santé liés à ce type de risque-là. Et la conclusion sera consacrée donc à un appel, si vous voulez, une incitation à la responsabilité individuelle en matière de santé au travail, de santé mentale. Pour commencer, je crois, la première question que nous pouvons nous poser, c'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Pour cela, nous allons nous appuyer sur une définition de l'OIT, l'Organisation internationale, de l'OMS plutôt, qui définit depuis 1946 cette notion de santé au travail, de santé mentale, comme un état de bien-être dans lequel l'individu réalise son potentiel, est en mesure de faire face au stress normal de la vie, de travailler de façon productive et profitable et d'apporter une contribution à sa communauté. Telle est la définition fournie par l'OMS de la santé au travail. Si nous nous fondons sur cette définition, nous sommes tentés de nous dire que finalement, il n'y a rien de mieux que le travail pour atteindre cet état de bien-être. Est-ce qu'il y a une meilleure voie que le travail pour permettre à quelqu'un de s'accomplir, d'accomplir son potentiel, ça veut dire de se réaliser, de faire face, n'est-ce pas, au stress normal de la vie. Les stresseurs de la vie, c'est quoi? La dépense quotidienne, c'est les soins de santé des enfants, c'est pouvoir payer son loyer. Et tout cela, pour le faire, nous avons besoin
de travailler, parce que le travail, c'est le gagne-pain essentiel, si nous ne voulons pas passer à côté et faire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le travail aussi pour donc s'activer utilement et avec succès dans la vie et cueillir les fruits de son activité et de les redistribuer autour de soi pour être utile à sa communauté. Donc, au vu de tout ça, il y en a qui ont été amenés à dire, à soutenir que le travail, c'est la santé. Ça me permet donc de passer au premier point de l'intervention, n'est-ce pas? On va essayer de considérer les liens entre le travail et la santé et de demander pourquoi les gens soutiennent que la santé se trouve dans le travail. Alors, le travail, c'est la santé, on le dit, et cela semble tellement vrai qu'il faut juste se retourner et regarder ceux qui sont privés d'emploi pour se rendre compte que le travail est très important pour la santé en général et pour la santé mentale pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Les sans-emploi, les personnes qui sont sans emploi, les personnes licenciées, les travailleurs précaires, les retraités, les travailleurs qui ont été arrêtés. Si on considère cette population, qu'est-ce qui réunit tout ce beau monde? C'est le fait d'avoir des soucis avec le travail. Et on se rend compte très vite que ce sont des gens qui vont avoir beaucoup de plaintes du point de vue de leur santé. C'est une population, ce sont des travailleurs, des ex-travailleurs qui vont avoir tendance donc à présenter des problèmes de santé de façon souvent très brutale et de façon spectaculaire. Et ce constat-là, en fait, il y a un rapport de l'OCDE qui a été publié en 2012 qui vient en appui à ce constat. Le rapport s'intitule « La santé mentale, mythe et réalité sur la santé mentale et l'emploi ». Vous pouvez le retrouver aisément sur Internet. Et dans ce rapport, qu'est-ce qu'ils disent? L'OCDE nous indique en fait que les travailleurs précaires, les travailleurs sans emploi et les travailleurs en perte d'emploi ont beaucoup de difficultés de santé. En fait, donc, ces situations de perte d'emploi, de chômage et de précarité ont un fort impact négatif sur la santé mentale. Donc, ça nous amène quand même à nous poser la question de savoir est-ce que cette proposition-là, que de considérer que la santé mentale, que le travail c'est la santé, est-ce que c'est une réalité? Nous sommes plutôt fondés à nous dire que c'est le côté rose de l'histoire, c'est ce qu'on se raconte pour simplifier les choses, mais un simple constat autour de nous montre que les personnes qui sont aussi en situation de travail, les gens donc qui disposent d'un emploi ont aussi des problèmes de santé mentale. Donc on ne peut pas continuer à considérer que le travail est sans risque, n'est-ce pas, pour les personnes. Et pour donc être édifié sur les rapports entre la santé mentale et le travail, je crois qu'il faudrait peut-être retourner à la définition de la santé au travail cette fois-ci. Et nous allons nous baser sur une définition proposée par l'OIT, le Bureau international du travail. Et dans la Convention 155 portant sur la sécurité et la santé des travailleurs, donc l'OIT nous dit que le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, comme le rappelait professeur Silla, ça inclut aussi les éléments physiques et mentaux qui affectent la santé et qui sont directement liés à la sécurité et à l'hygiène au travail. C'est ça la définition de la santé au travail. Alors, cette définition-là, elle insiste sur trois aspects. Un premier aspect consiste à nous informer en fait que le travail est porteur de risques
pour la santé. Le travail est porteur de risques pour la santé parce qu'on parle d'éléments qui affectent la santé. Le deuxième élément, c'est que ces risques sont en lien avec le contexte de travail. Parce que dans la définition, ils nous disent que ces éléments-là sont liés à la sécurité, à l'hygiène au travail. Et le dernier aspect, sur quoi nous informe cette définition, c'est que ces risques peuvent être de deux types. Il y en a qui sont à caractère physique et d'autres qui sont à caractère mental, psychologique. Pour schématiser un peu tout ça, on va avoir donc un contexte de travail qui englobe le contenu du travail, donc la tâche à faire, la nature de l'activité, qui englobe aussi le contexte de travail, l'environnement général, physique, externe, en fait, l'environnement thermique, l'éclairage, tout, donc l'environnement de travail, et puis l'organisation du travail, la façon dont le travail est managé, d'accord? Donc, ce contexte de travail-là va comporter des agents pathogènes qui sont de nature physique, biologique ou chimique, donc des dangers physiques, biologiques ou chimiques qui vont affecter la santé, l'état de santé du travailleur. De l'autre côté, le même contexte de travail va contenir aussi des agents pathogènes, cette fois-ci d'une autre nature, de nature psychosociale, qui vont aussi affecter le travail autrement que les risques physiques biologiques. Il se trouve qu'en général, ce sont les premières catégories de risques, les risques physiques, biologiques et chimiques, qui sont prises en compte par le système en général de gestion de la santé au travail. Et il y a un dispositif assez bien rodé, par exemple, de prévention et d'indemnisation des maladies, des accidents de travail et des maladies professionnelles. Les instances représentatives du personnel s'occupent très bien des risques physiques, biologiques et chimiques. La médecine du travail, l'inspection du travail, la caisse de sécurité sociale. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème. Là où il y a problème, là où il y a insuffisance, c'est sur les risques psychosociaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces risques psychosociaux et pourquoi ça devrait être important? Ça va être le deuxième point de cette intervention. Alors, les risques psychosociaux, ce sont ces risques-là pour la santé mentale, physique et sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Telle est la définition des risques psychosociaux que le collège d'expertise composé d'un groupe de chercheurs pluridisciplinaires et international coopté pour réfléchir sur les risques psychosociaux. C'est cette définition-là que ce collège a retenue. Et si les risques psychosociaux nous intéressent le monde de la recherche, c'est parce que l'Organisation mondiale de la santé a publié donc des résultats inquiétants en montrant que, disons, chaque année, n'est-ce pas, chaque année, au niveau mondial, il y a 12 milliards de journées de travail perdues du fait des conséquences liées aux risques psychosociaux, en termes de stress et d'anxiété, 12 milliards. Le manque à gagner se chiffre à 1000 milliards de dollars américains. Donc les risques psychosociaux ont un impact négatif sérieux du point de vue financier, mais ça a aussi et surtout un impact négatif sérieux du point de vue de la santé mentale. Alors, les risques psychosociaux, ils vont affecter, dans cette définition, on a la notion d'effet, d'effet négatif. Les risques psychosociaux constituent des risques, donc une atteinte à la santé mentale, notamment parce que ça porte préjudice aussi à d'autres dimensions de la santé. Les risques psychosociaux ont pour origine les facteurs psychosociaux aussi qui sont liés au travail. Si on s'en tient à la définition de l'OMS, les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et les relations de travail.
entre les collègues et entre les collègues et la hiérarchie. Et ces risques-là sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Ça, c'est le processus. Il nous donne une indication sur le processus par lequel les risques psychosociaux affectent les individus. Et ça, cette interaction entre le milieu du travail et le psychisme individuel est très importante, cette interaction à prendre en compte, parce que, en fait, ça nous montre que les individus au travail peuvent être exposés à des facteurs de risque similaires, mais peuvent ne pas tous développer des pathologies ou être affectés de la même façon. Parce que donc il y a toute l'histoire personnelle et les conditions, l'expérience antérieure et surtout la structure de la personnalité qui fait qu'à un moment donné, telle personne en arrive à être atteinte alors que d'autres personnes peuvent rester de glace. Alors, nous allons passer peut-être les 10 prochaines minutes, monsieur le modérateur, j'ai encore un peu de temps, à vous lister les grands facteurs psychosociaux de risque psychosocial qui ont été identifiés dans la littérature en fait. Et le plus grand facteur de risque au travail, ce n'est rien d'autre que la charge de travail. Une charge de travail excessive que nous sommes nombreux à expérimenter. Dans d'autres situations, ce sera plutôt un problème de sous-charge. Mais la sous-charge de travail pose beaucoup moins de problèmes que la surcharge. Donc la charge excessive de travail, c'est ce que nous expérimentons peut-être tous, c'est la multiplicité de tâches. On est au four et au moulin. Quand on est sur le poste de travail, on doit répondre à beaucoup de sollicitations. On a des tâches, par exemple, d'enseignement, des tâches de recherche, des tâches de supervision. On a même des tâches de secrétariat et des tâches de technicien informatique. Il faut qu'on sache tout faire. Ça, c'est la notion de polyvalence aussi. La polyvalence est obligatoire maintenant. C'est un critère même pour réussir au travail. Donc, on nous demande d'être tout à la fois, plus que ce pourquoi on a été formé. La multiplicité des tâches, mais aussi la multiplicité des contraintes. Il faut faire ça à tel moment, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça avec tel collaborateur. Nous n'avons pas le choix de nos façons de faire. Et ça contribue à cet excès, cette charge excessive de travail. Une autre dimension de la charge de travail, c'est le rythme infernal. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme on dit. On travaille du matin au soir, ça ne s'arrête pas. Et le plus impressionnant, c'est les urgences. Tout est urgent et ça amène des interruptions fréquentes. On est sur une tâche, le téléphone sonne, on reçoit un mail, on s'arrête, on doit traiter cette urgence parce qu'à midi, il y a la commission qui passe, il faut absolument envoyer le rapport. Et dès qu'on s'y met, une autre urgence s'ajoute et voilà, on enchaîne, c'est un rythme infernal. Une autre dimension de cette charge de travail, ce sont les injonctions contradictoires. Quand notre N+1, notre supérieur direct nous demande de faire A, le N+2 vient nous demander de faire B, nous sommes entre deux feux, nous ne savons pas quoi faire, et ça, c'est de nature à... Voilà, je crois que vous n'avez aucune difficulté à voir ce que ça représente en termes de charge de travail. Les changements fréquents, changements de technologie, changements de management, changements de procédures qui ne sont parfois même pas signalés. Tout ça contribue donc à la complexité du travail. Parce que quand on parle de charge excessive de travail, il y a l'intensité du travail, il y a l'intensité du temps de travail, mais il y a aussi la complexité du travail. Un problème majeur, important, c'est la disponibilité. On nous demande d'être tout le temps disponible. C'est presque une norme de pouvoir répondre, même à 23h, on nous envoie un mail. Si on ne répond pas, voilà,
on n'est pas à la hauteur. Donc cette demande-là de disponibilité et de disponibilité de débordement, ça veut dire qu'on doit être disponible pendant les heures de travail et disponible au-delà des heures de travail. Ça amène quoi? Ça mène à des horaires antisociaux. Les horaires antisociaux, c'est quoi? Travailler le soir, travailler le week-end, quand la famille a besoin de nous. Ou quand on a besoin de notre sas social, passer chez les amis ou chez le voisin, prendre notre thé, on ne peut plus le faire. Donc cette charge excessive de travail-là, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle fait d'un point de vue mental? D'un point de vue ici mental et psychosocial, c'est pris de façon interchangeable, même s'il y a des nuances, d'accord? Qu'est-ce que ça fait à notre bien-être social, qui est condition de notre santé mentale? C'est notre bien-être. En fait, toute cette charge de travail-là nous rend irritables, rapidement irritables. Nous sommes comme des... ça fait qu'on a les nerfs en fait sur la peau. C'est une fatigue intense à force de courir, le rythme infernal, des troubles du sommeil. Un débordement cognitif, c'est ce qu'on appelle ordinairement le surmenage. On a le sentiment qu'on ne peut plus y arriver parce que tellement il y a de stimuli qu'on doit traiter en même temps. Donc on ne peut plus y arriver, on est surmené et ça nous mène à ce qu'on appelle aussi l'effet tunnel. On ne peut plus y arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les choses, les choses évoluer toutes seules, advienne que pourra. On se laisse embarquer comme ça dans le cours de la vie, advienne que pourra. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien. Et cerise sur le gâteau, on a un appauvrissement, si vous voulez, de la vie sociale et familiale, puisqu'on n'a plus le temps, on a mis tout le temps à travailler, on n'a plus le temps pour autre chose, n'est-ce pas? La charge de travail excessive est un des facteurs. À côté, il y a les fortes exigences émotionnelles du travail de nos jours. Ça a certainement été comme ça tout le temps, mais peut-être qu'on est plus sensible à ça maintenant qu'on a vu des problèmes de santé mentale qu'on ne peut pas attribuer aux facteurs physiques, biologiques, chimiques. Il faut bien les expliquer. On est allé chercher du point de vue du côté des émotions. C'est quoi les fortes exigences émotionnelles? Par exemple, la charge émotionnelle liée à un travail qui nous met en face de la détresse sociale. Je crois qu'en tant qu'enseignant, je suis désolée, je ne suis pas capable de sortir de cette peau-là, mais chacun pourra peut-être trouver des exemples qui sont à son niveau par rapport à son travail, à sa propre expérience. Donc, quand on fait face à la détresse sociale d'un étudiant qui dit que voilà, les notes sont sorties, il me manque 0,25 points et si jamais je ne les ai pas, c'est la catastrophe parce que je suis soutien de famille, mon père est décédé, j'ai plus que ma maman. On est là face à ça, on ne peut rien faire parce qu'il y a des règles éthiques aussi, on ne peut pas attribuer des demi-points comme ça parce qu'on le veut. Donc ça fait une grande charge émotionnelle. Il y a aussi la charge émotionnelle dans les relations entre supérieurs et le personnel. Quand le supérieur se met à gronder ou prend la pile de dossiers qu'il jette comme ça à la figure de l'employeur, toutes ces marques de mépris-là, il faut quand même, ça génère en la personne quand même des émotions. Et cette charge émotionnelle-là, quand elle est là, qu'est-ce que ça produit au niveau du bien-être? C'est un problème d'épuisement émotionnel. Parce qu'on doit toujours faire face à des émotions très fortes de colère, de tristesse, de honte, voilà, toute la gamme d'émotions. Et au finish, on va finir par faire montre de dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est simplement une stratégie de défense, parce qu'on ne peut plus continuer à vivre aussi intensément toutes ces émotions. En arriver à la dépersonnalisation, c'est en arriver à une attitude de détachement. On regarde les gens, on n'est plus capable d'avoir de la compassion, une attitude cynique, une attitude impersonnelle. On est là, on fait son travail, on ne veut plus rien comprendre. Autre problème lié aux fortes exigences émotionnelles du travail, c'est la nécessité de faire un certain travail émotionnel de façon permanente
Pourquoi? Parce que on peut pas, il faut bien réprimer soi-même les émotions qui ne peuvent pas être présentées comme ça au public. Ça veut dire que quand je suis fâchée, mon supérieur me dit de faire un travail que je n'ai pas envie de faire. Ce n'est pas arrivé, mais voilà. Je suis fâchée, je suis en colère, il insiste ou elle insiste, mais je ne peux pas lui dire non, voilà, exprimer ma colère comme ça. Il faut que je rende cette colère socialement, comme politiquement correcte, là aussi socialement correcte. Donc c'est un travail d'autorépression. On apprend à cacher ses émotions parce que les exprimer, c'est aussi mettre en péril l'harmonie sociale ou mettre en péril tout simplement son poste. On a peur de représailles. On peut aussi les façonner autrement et pour cela, les Sénégalais sont des as. C'est le fameux masla. On est très fâché, mais on va se débrouiller pour faire de l'ironie et comme ça va passer. Mais de retour à la maison, je vais raconter à mon mari tout le mal que je pense de cette personne que je... voilà. Et donc, ce travail émotionnel-là, ça amène quoi? Ça amène de la dissonance émotionnelle. Ça veut dire qu'on va montrer en façade des émotions qui ne correspondent pas à ce que nous vivons à l'intérieur. Cette dissonance-là, cet écart entre ce que l'on affiche et ce que nous ressentons à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la dissonance émotionnelle. Et là, cette dissonance émotionnelle, elle mène à quoi? Un mal-être parce qu'on va finir par avoir une mauvaise image de soi, on va se sentir fou, on n'est pas capable d'exprimer ce que nous ressentons, nous nous sentons finalement très faux. Le manque d'autonomie, il me reste comme ça 2 facteurs à vous présenter. Le manque d'autonomie est un facteur qui a été identifié depuis longtemps comme facteur de risque psychosocial. Dans la littérature, on en parle sous un autre terme. C'est on parle de le modèle de Sigrist. Bon, le manque de contrôle, voilà, le manque de contrôle. C'est quoi? C'est peu ou pas du tout de l'attitude décisionnelle. On ne décide de rien. Alors on est comme dans des armées mexicaines où tout le monde est chef. On a des attributs qui nous disent que nous avons la responsabilité de dire oui ou non, de décider de quelque chose, mais concrètement, en fait, les pouvoirs sont concentrés de telle sorte entre les mains d'un petit nombre ou d'une personne. Personne ne peut décider de la façon de travailler ou émettre une toute petite décision. Voilà. Donc, manque de latitude, de liberté décisionnelle, peu ou pas de liberté procédurale. Quand nous avons l'impression d'avoir les mains liées, on ne peut pas mettre de la créativité dedans, pas de l'originalité dedans. Nous sommes emprisonnés dans des procédures et ça a été accéléré par l'informatisation qui a formalisé les façons de faire, donc, et qui laisse très peu de place donc aux marges de manœuvre. Donc faible pouvoir d'action, on ne peut rien faire parce que tout est décidé, c'est technique, on n'y peut rien, d'accord? Pas d'espace pour l'initiative et la créativité, donc on ne peut pas imprimer son style personnel, marquer sa personnalité et se retrouver donc à être valorisé dans son travail et par son travail. Tout ça, ça fait quoi? On finit par de l'inhibition, on est complètement inhibé. On ne peut plus avancer parce qu'on redoute d'être humilié. Donc on a un sentiment d'humiliation, d'être chef par exemple, d'avoir des responsabilités, de ne pas pouvoir les exprimer. Un sentiment de perte de contrôle aussi sur soi et sur l'environnement. On perd le contrôle, parce que c'est contrôlé de l'extérieur. Les procédures sont décidées de l'extérieur. Alors, dernier facteur que je vous présente, c'est le dernier ici, mais il y en a 2 autres. Il y a un facteur qui concerne les conflits de valeurs et les conflits éthiques, et un facteur qui concerne l'insécurité de la situation de travail. On n'aura pas le temps de les développer tous ici, donc il a bien fallu que je coupe. Donc, les rapports sociaux de mauvaise qualité et les relations de travail de mauvaise qualité aussi, ça mène aux risques psychosociaux. C'est quoi? C'est un environnement de travail où il n'y a pas de collectif. Le collectif, il est là pourquoi? Pour l'entraide, la solidarité, la loyauté, la confiance. Mais quand il n'y a pas de collectif de travail ou quand le collectif est absent,
on est dans une situation de manque de soutien social. Quand une personne a un problème au travail, elle ne trouve rien, elle ne trouve personne, elle ne trouve pas d'interlocuteur direct, elle ne trouve pas de structure pour porter son problème. Donc, manque de soutien social. Autre problème risque lié donc aux rapports sociaux de mauvaise qualité, c'est le manque de reconnaissance par la hiérarchie. Alors, quelqu'un qui se tue à la tâche et qui n'a jamais une petite note en fait d'encouragement, ne serait-ce que de dire une seule fois c'est bien fait. Par contre, dès que c'est mal fait, là on ne se prive pas de le lui montrer par tous les moyens légaux et illégaux. Le manque de reconnaissance, c'est ça. Il y a la reconnaissance pratique, ça veut dire ce que genre la rémunération à la hauteur de la tâche faite. Il y a la reconnaissance symbolique, c'est les marques de valorisation, les encouragements, et il y a la reconnaissance. L'autre, j'oublie un peu parce que je suis prise par le temps, c'est pas grave. Vous voyez un peu le manque de reconnaissance par la hiérarchie. Hein? C'est la reconnaissance pratique. Voilà l'autre. Alors, une faible justice organisationnelle a aussi été identifiée, n'est-ce pas, comme un facteur qui mène à des risques psychosociaux, qui expose les travailleurs à des risques psychosociaux. La justice organisationnelle, c'est quoi? C'est déjà une justice distributive. Ça veut dire que tous les employés doivent percevoir que les avantages et les récompenses sont distribués, redistribués de façon équitable. D'accord. Et ça, c'est souvent un sentiment quand même, une frustration que l'on retrouve dans le milieu du travail. Comme quoi, il y en a qui ont des avantages que d'autres n'auraient pas. Justice distributive, mais aussi justice procédurale. Que les procédures mises en place sont équitables. On peut expliquer d'une façon audible et compréhensible pourquoi il faut faire comme ci et pas comme cela. Les gens demandent à ce qu'ils soient traités dignement, avec dignité par la hiérarchie. Que le problème de manque de respect et tout puisse être quand même résolu. Ça, c'est une grande dimension de la justice organisationnelle. Alors, les rapports sociaux de mauvaise qualité, s'ils s'installent dans un milieu de travail, ça amène au sentiment d'isolement. Les gens ne sentant pas de soutien social, ne sentant pas de collectif, ils vont se retirer, ils vont se mettre en marge du groupe. Donc un sentiment d'isolement, un sentiment d'insatisfaction qui a de mauvaises répercussions sur l'implication, l'engagement de chacun, une perte de motivation, puisqu'il n'y a pas de justice, je n'ai plus à me tuer à l'œuvre, une perte d'estime de soi professionnelle, parce qu'on va finir par se dire que si je valais quelque chose, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est peut-être finalement parce que je ne suis pas bien dans ce qu'on me demande de faire qu'on me met un peu à l'écart. Et des émotions négatives et des tensions. Alors, le problème, donc on voit bien que les risques psychosociaux affectent donc le bien-être, qui est une condition de la santé. Et pourquoi ça nous intéresse? C'est parce que si nous ne faisons rien dans cet environnement où les risques sont présents, si nous ne faisons rien, nous sommes sûrs d'en arriver à ce que l'on appelle la souffrance au travail. Et cette souffrance au travail, nous allons peut-être mettre le focus sur les dimensions de la santé mentale, la souffrance mentale, mais c'est une souffrance généralisée. Ça n'épargne aucun domaine de la vie de l'employé. C'est le dernier point donc, de notre intervention. En présence des risques psychosociaux au travail, la santé mentale, eh bien, elle laisse place à la souffrance. Rappelez-vous, tout au début, on disait que la santé au travail, c'est l'état de bien-être dans lequel l'individu peut réaliser son potentiel, qui peut faire face au stress normal de la vie, peut travailler de façon productive et profitable pour apporter une contribution à sa communauté. Mais lorsque la souffrance s'installe, ce qui se passe, c'est qu'on ne parle plus de bien-être. Donc, ce qui définit la souffrance au travail, c'est cet état de mal-être, dans lequel l'individu ne peut plus rien faire. Il ne peut plus s'épanouir, il est totalement empêché donc de se réaliser.
il ne peut plus réaliser son potentiel, ni quoi que ce soit. On est donc face au contraire de la définition même de la santé au travail. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait tous les effets négatifs du manque de bien-être au travail? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, quelles sont les mauvaises conséquences, si vous voulez? Voilà, c'est ça. À quoi est-ce que la souffrance mène quand elle est là? Les risques psychosociaux sont là. On n'a rien fait pour les éradiquer. La souffrance s'est installée. Comment est-ce qu'on le voit que la souffrance est là? Elle se traduit comment? En une baisse d'efficience. Les gens vont être là pour ne pas être là. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Une présence abusive sur le lieu de travail, alors qu'on a toutes les raisons médicales ou d'autres raisons de ne pas être là. Mais on est consumé de l'intérieur. Le présentéisme s'appelle aussi le burn-in, n'est-ce pas? On souffre de l'intérieur, mais on ne veut pas se résoudre à l'évidence. Donc on va continuer jusqu'à un jour arriver au burn-out, ça veut dire l'épuisement professionnel, cette fois-ci bien visible de l'extérieur. Le burn-out, ma collègue vous en parlera tout à l'heure. Le présentéisme préfigure l'absentéisme. Quand on est présent et qu'on n'en peut plus, à un moment on tombe. Et ce que ça donne, c'est beaucoup de demandes, beaucoup de journées de travail perdues, donc des arrêts maladie. On va être absent parce que notre grand-père est décédé hier. On va être absent parce que notre fille est amenée à l'hôpital. Donc voilà, baisse d'efficacité, de productivité au travail. Quand les risques psychosociaux sont là, quand la souffrance s'installe, les gens sont plus exposés aux accidents du travail parce qu'ils sont fatigués, ils sont harassés, ils manquent de sommeil. Donc les accidents du travail, ça arrive plus vite. Ils ont un fonctionnement cognitif plus lent et ils sont plus soumis à des risques de prise de décision. Donc des accidents de travail. La santé physique va en souffrir, parce qu'on va être exposé aux addictions de toutes sortes, addictions comportementales comme les jeux de hasard ou le sexe, les addictions au sexe, ou les addictions à des substances, les médicaments, l'alcool, la drogue, des troubles musculo-squelettiques. À force de rester de longues journées à travailler, souvent sur la même position derrière des ordinateurs, on se retrouve avec des lombalgies, avec des tendinites. Les maladies cardiovasculaires, le lien a été établi entre les maladies cardiovasculaires et la présence des risques psychosociaux. D'ailleurs, une étude de l'OMS montre que, en présence des risques psychosociaux, les risques de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques et de troubles mentaux, ça augmente de 50 à 100%. Donc, ce n'est pas rien. Et le plus dangereux, l'atteinte la plus dangereuse à la santé mentale, c'est quoi? C'est le karoshi. Le karoshi, en fait, c'est une expression qui nous vient du Japon, parce que le premier cas de karoshi a été identifié au Japon, chez un employé japonais de 29 ans, en 1969. Il est mort de façon brutale au travail, par excès de travail, par arrêt cardiaque. Et depuis, il y a quand même une étude qui fait état de 203 cas de morts comme ça par arrêt cardiaque, par excès de travail. Sur ces 203 cas, il y a les 2 tiers qui ont fait plus de 60 heures de travail par semaine, ou 50 heures de travail supplémentaire par mois, ou ils ont travaillé plus de la moitié de leurs vacances. Je crois que nous sommes nombreux ici à avoir travaillé plus de la moitié de nos vacances, à avoir travaillé pendant toutes nos vacances. Donc, attention au karoshi. La santé sociale, un repli social, quand on est en situation de souffrance, on ne sort plus, surtout quand on est victime d'addiction. Les violences externes, c'est quoi? Il est plus facile d'aller crier sur sa femme ou de gifler son enfant que de dire à notre supérieur ou à notre collègue de travail qu'on n'en peut plus et qu'il nous excède. Voilà, donc il est plus facile de développer des conflits comme ça, conjugaux et familiaux. Le harcèlement au travail est un type de violence, cette fois-ci interne par rapport au milieu professionnel. Le harcèlement au travail
on peut se retrouver harceleur ou harcelé selon la structure de personnalité et selon la configuration de l'environnement de travail. Harcèlement qui commence par des injures ou la pression psychologique. Ensuite, ça va à des atteintes répétées à l'activité de travail. On nous met les bâtons dans les roues, on ne peut plus rien faire. Ensuite, il y a les violences physiques. Ensuite, ça passe au niveau de violences sexuelles sans contact. Ensuite, les violences sexuelles, cette fois-ci avec contact, ce qu'on appelle le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Tout ça, cette souffrance-là peut naître des risques psychosociaux qui sont là alors que personne n'a rien fait pour adresser ces risques. La santé mentale, bien sûr, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est le dernier niveau à être atteint quand tout a déjà dégringolé. On est en situation de souffrance totale. Et là, on va être exposé aux troubles du stress liés au travail et à l'épuisement professionnel multiforme. Parce qu'il y a beaucoup de types d'épuisement professionnel. On n'aura malheureusement pas le temps d'en parler. Je vous laisse ça avec la collègue. Je vais conclure donc sur des recommandations. Si nous sommes dans une situation où la souffrance est déjà là, nous savons que c'est déjà trop tard. Il ne faut pas attendre que la souffrance soit là. Il faut agir en amont. Et comment agir? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut peut-être promouvoir la responsabilité individuelle, que chacun prenne en compte, en charge sa santé. L'essentiel de ce qu'il faut faire contre les risques psychosociaux revient au management, à l'employeur, qui doit mettre les conditions nécessaires sur le lieu de travail pour éviter qu'on en arrive à certaines situations. Mais chacun quand même a la responsabilité, a la possibilité de faire quelque chose. Par exemple, tout simplement décider à partir de cette année que plus de travail le dimanche. En tout cas, moi, c'est ma décision. Donc, je ne travaillerai plus le dimanche. Et ce n'est pas déraisonnable et ce n'est pas non conventionnel. Pourquoi? C'est simplement en réponse à une mise en conformité par rapport au Code du travail. En son article L147, il dit le repos hebdomadaire est obligatoire, il est au minimum de 24 heures consécutives, sans être coupé, par semaine, et il a lieu en principe le dimanche. Chacun peut choisir en fonction de ses contraintes, de ses astreintes, le jour, mais un jour de travail par semaine, ce n'est pas trop demandé quand même, un jour de non-travail. La première résolution, c'est pour soi, mais la santé au travail, le bien-être au travail, c'est aussi une histoire de bienveillance. On doit aussi tout faire pour permettre aux autres d'être bien. Une seconde résolution, cette fois-ci pour les autres, ça pourrait être plus de mails sortant le soir et le week-end. On va arrêter les mails intempestifs envoyés à Soukaina les dimanches en lui disant que le soir à 20h, il faudra qu'elle réponde parce que demain, on a réunion. Donc, plus de mails le soir et le week-end si on veut préserver la santé mentale aussi des collaborateurs. On ne les fait pas travailler. Et je vais finir donc sur ça. Bertrand Russell, un philosophe britannique, qui nous disait que l'un des symptômes d'une proche dépression nerveuse, c'est de croire que le travail que l'on fait est terriblement important, tellement important qu'on ne peut pas se passer de le faire. Il faut qu'on le fasse là. Quand vous en arriverez là, oui, vous pourrez aller consulter mes collègues psychiatres et psychologues. Mais merci beaucoup pour votre attention. C'est-à-dire, comme l'a présenté ma collègue, elle a fait un grand détail de toutes les exigences qui existent dans le milieu professionnel, qui en fait nous obligent à devenir des sur-personnes. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais en fait, c'est un idéal, l'intelligence artificielle. On doit nous poser une question et tout de suite on doit répondre. Comme ces systèmes d'intelligence artificielle où on envoie un message à une boîte et la boîte nous répond tout de suite en fonction de ce qu'on a dit. Et nous, les êtres humains, on est supposé évoluer vers un modèle où on est capable de vite répondre, vite donner des réponses et vite écrire des rapports qui puissent permettre à d'autres personnes de prendre des décisions qui sont importantes. Donc on ne peut pas faire d'erreur. Et pourtant, dans les métiers de la santé, on ne peut pas ne pas faire d'erreur pour chercher une cause. Donc c'est contraire à la démarche qui fait qu'on est obligé de faire des tests et de faire des erreurs pour savoir exactement ce que l'on cherche. Donc dans le cadre professionnel, de plus en plus d'exigences nous obligent à aller contre tout ce qu'on a appris d'une part et aller contre nos instincts humains
d'autre part. Il faut savoir que le stress, ça se présente sous la forme de l'anxiété ou de la peur. Pourtant, l'anxiété, c'est une réaction qui est naturelle à l'origine. C'est-à-dire que dans notre nature animale, la peur, c'est une réaction qui est naturelle, qui s'impose pour nous faire fuir un danger. C'est-à-dire que lorsque on est stressé ou qu'on est angoissé, c'est que notre système, notre psychisme a remarqué quelque chose et qu'il essaie de nous en protéger. Donc on a peur. Sauf que cette anxiété, cette angoisse, elle s'installe et finalement elle n'a plus de cause. On ne sait plus exactement si c'est le fait d'arriver en retard au bureau qui nous fait peur. Et en vérité, pourquoi est-ce qu'arriver en retard au bureau, ça devrait nous faire peur? Ça pourrait nous gêner, ça pourrait nous déranger. Mais la source même du sentiment de peur, il est à discuter par rapport à la réalité de qu'est-ce que ça fait d'arriver en retard au travail. Donc, ce sont tous ces signes qui sont devenus des symboles dans notre façon de vivre. C'est-à-dire, comment est-ce que nous sommes reconnus au travail si nous sommes en retard? Comment est-ce que les autres personnes du travail vont nous regarder s'ils voient qu'on est en retard? À quelle image ça nous renvoie de nous-mêmes? Quelle image les autres gens du travail vont avoir de nous? Ce qui fait que le stress, en vérité, il est connecté à tout ce qu'on connaît, à toutes les personnes qu'on connaît, à toutes les tâches qu'on veut avoir. Donc, lorsqu'on dit aux personnes d'arrêter de stresser, quelque part, c'est un peu comme si on leur disait d'arrêter de respirer. Parce qu'en vérité, il est partout le stress. On est dans notre voiture pour aller au travail, quelqu'un klaxonne, on est face à un accident de voiture, ça nous a fait peur, on arrive au travail et on a une présentation à faire. On est stressé, mais on n'est pas seulement stressé parce qu'on a une présentation, on est stressé parce que, humainement, on a été face à un incident qui aurait dû nous choquer, mais que, étant donné qu'on a des contraintes professionnelles qui nous poussent à ne plus être humains, on est passé à côté de l'accident sans témoigner de compassion vis-à-vis des gens de l'accident et qu'on est arrivé au travail pour remplir une tâche qui va se répéter demain et après-demain et infiniment et qui réellement n'aura pas forcément la capacité de nous faire oublier tout ce qu'on a d'autre comme problématiques dans notre vie qui font qu'en fait, on est gêné de tout un tas de choses. Le problème avec le stress, c'est que c'est un peu comme si c'est un catalyseur. C'est-à-dire, on a tout un tas de problèmes. On peut avoir des déficits d'estime de soi, on peut avoir la peur de s'engager dans des projets de long terme, on peut avoir des difficultés à s'imposer en situation de conflit. On peut avoir des difficultés de santé, c'est-à-dire lorsqu'on est angoissé, on a mal au ventre. Toutes ces petites choses, elles sont présentes dans notre vie au quotidien et on peut avoir vécu toute notre vie avec ça. Mais lorsqu'il y a un épisode de stress, ce système explose. C'est-à-dire, si on avait des difficultés d'estime de soi, on est encore plus gêné de ce que nos collègues vont penser de nous. Si on avait des douleurs, par exemple des maux de ventre lorsqu'on avait peur de faire une présentation, on aura encore plus de douleurs par rapport à la présentation. Et si, par exemple, on avait des difficultés à gérer les conflits, parce qu'on est quelqu'un qui a du mal à gérer les conflits en général, eh bien la situation de stress va rendre la communication avec nos collègues encore plus difficile. Donc dans ce contexte-là, la situation de stress fait que tout ce qu'on a, en général, est pire. Et toutes les choses qui étaient des leviers qui nous visaient à améliorer notre quotidien, parce qu'il y a toujours des éléments qui nous permettent de compenser, c'est-à-dire on va au travail, le travail ne nous plaît pas forcément, mais on a des collègues avec qui on s'entend bien. On va au travail, mais on ne s'entend pas très bien avec ses collègues, mais au travail, il y a un jardin où on aime bien aller. Alors si on a une surcharge de travail, on n'aura plus le temps d'aller au jardin. Si jamais on a des difficultés dans les conflits avec les autres, on n'aura pas forcément envie de parler avec ses collègues. Donc, cela fait que le stress, quelque part, empoisonne notre vie et rend toutes les relations qu'on a l'habitude d'avoir et toutes les solutions qu'on a l'habitude d'utiliser invalides. Est-ce que c'est bon maintenant? Alors, j'ai donné une définition du stress selon l'OMS que vous pouvez lire. C'est un état d'inquiétude ou de tension causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure.
Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Suivante. Alors, comment est-ce que le stress nous affecte? Il agit sur l'esprit, sur le corps. Un léger stress n'est pas une mauvaise chose parce que beaucoup de personnes peuvent avoir tendance à laisser le travail s'accumuler à la dernière minute et à être plus performant lorsqu'il y a un effet d'urgence. Plutôt que d'autres personnes qui vont avoir tendance à vouloir s'organiser très longtemps à l'avance et être sûr de ne pas être pris de court par une tâche. Donc le fait d'apprendre à gérer le stress peut nous aider à nous sentir moins accablés, à favoriser notre bien-être mental et physique. Mais quelque part, plus le temps passe, plus la société évolue, plus on inculque le stress aux enfants à un âge de plus en plus bas. Alors ces enfants vont devenir des adolescents puis des adultes qui croiront que être stressé c'est normal. Je vais donner un exemple. Lorsque vous posez une question dans une salle et que vous dites que vous interrogerez le premier enfant qui lèvera la main, ils se mettent tous à lever la main et tout le monde espère être interrogé le premier. Le premier qui est interrogé donne une réponse. Et si jamais l'enseignant le brime pour sa réponse ou le ridiculise pour sa réponse, les autres personnes dans la classe, ils vont apprendre que lorsqu'on se trompe ou qu'on donne une mauvaise réponse, tout le monde se moque de nous et on est misérabilisé devant le reste de la classe. Donc cet incident-là se reproduit du CP au CM1, au CM2, en 6e, en terminale, puis dans le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, un individu, même si jamais il a une bonne idée, même si jamais il veut intervenir dans une réunion, il lui reste le spectre de est-ce que j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire? Peut-être qu'on va se moquer de moi, peut-être que si jamais je suis là devant tout le monde, les autres personnes se moqueront de ma réponse. Donc en fait, on a intégré le stress et la compensation de la bonne réponse par la valorisation sociale et de la mauvaise réponse par l'humiliation sociale comme étant des facteurs de réussite et comme étant des éléments qui font que on est habitué à construire notre image sociale par rapport à notre image des autres. Pas nécessairement par rapport à notre image de nous-mêmes, notre sensation interne de bien-être. C'est-à-dire, le bien-être, c'est constitué de différents facteurs que peut-être le professeur Bandiaï pourra mieux vous expliquer que moi. Comment est-ce qu'on doit allier plusieurs facteurs pour avoir une émotion, une impression de bien-être général. Et ces facteurs-là, ils sont à la fois internes et externes. C'est-à-dire, il s'agit de notre sommeil, de notre alimentation, de notre vie sociale et aussi de notre capacité à s'épanouir dans notre cadre professionnel. Tout en intégrant le travail physique, le sport par exemple. Alors tous ces éléments-là, lorsqu'il y a une situation de stress, eh bien, ils sont difficiles à réunir parce que la personne est complètement déstabilisée par la situation du stress et incapable de remettre en place une routine. La suivante. Alors on va passer directement à la suivante pour gagner du temps. Alors à quel moment est-ce qu'il faut s'arrêter ? Ce qui est difficile, c'est ça. C'est que la société ne prévoit pas qu'on doit s'arrêter. C'est ça la plus grande difficulté. C'est que les personnes vont se dire, si jamais je ne vais pas ou je ne fais pas plus, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. Ou ça veut dire que c'est moi le problème. Ça veut dire que la machine tourne et tout tourne, et c'est moi le problème, et je vais finir par être abandonnée derrière les autres parce que je n'arrive pas à suivre le rythme. Donc, c'est dur pour quelqu'un, pour n'importe qui, de distinguer l'ampleur de la situation. C'est-à-dire de se dire, là, tout de suite, c'est pire qu'avant. Je ne suis pas aussi fatiguée ou aussi stressée que la dernière fois que j'étais stressée. Donc, les gens vont se dire, non, chaque année, c'est comme ça, juste avant mes congés, je suis un peu trop stressée. Et donc, c'est parce que j'ai besoin d'aller en vacances, j'attends encore jusqu'à dans 2 mois et après, ça va aller. On ne se dit pas qu'on a dépassé le seuil de ce qu'on est capable de supporter et qu'en vérité, on n'arrivera pas jusqu'aux 2 mois. Et que peut-être qu'on va tomber malade avant les 2 mois et qu'on va être obligé, notre corps va nous arrêter, on va être obligé de se reposer. Lorsque les effets du stress dépassent ce que l'on peut supporter, ils entraînent d'autres difficultés, qui en entraînent encore d'autres et ainsi de suite. Alors ici, vous avez un diagramme. Donc, il y a une surcharge de travail qui est liée au stress. Alors, elle entraîne un manque de sommeil, parce qu'on est très stressé, on ne dort pas bien la nuit. Et comme on n'a pas bien dormi,
on n'arrive pas à se concentrer au travail. Donc il y a un manque de concentration. Et comme il y a un manque de concentration, eh bien, on prend du retard dans notre travail, parce que le même travail qu'on avait mis peut-être 1 heure à faire un jour, aujourd'hui, il va nous prendre 4, 5 heures, parce qu'on n'arrive pas à le faire rapidement. Et ensuite, après ça, on va se sentir dévalorisé parce qu'on va se dire je n'arrive plus à retenir quoi que ce soit, je n'arrive plus à faire les choses comme avant, c'est moi qui ne sais plus faire ce que je savais avant. Et donc je me dévalorise parce que je n'arrive pas à faire comme avant. Donc on ne se dit pas que le problème, c'est pas nous qui avons perdu des capacités. Le problème, c'est que la tâche qu'on est en train de faire, notre système la rejette. On ne peut plus la faire comme ça. En tout cas, tel qu'on est, notre système rejette cette tâche. Il ne veut pas l'intégrer, il ne veut pas la traiter, et on n'arrive pas à aller au bout de cette activité. Alors ensuite, ce sentiment de dévalorisation entraîne bien sûr un trouble de l'humeur, donc des idées dévalorisantes sur soi-même, la peur du regard des autres, et tout ça, ça accroît le stress. Parce qu'on s'isole, on ne peut pas parler de ça avec quelqu'un. Donc, si jamais on explique tout ça à quelqu'un, la personne va dire peut-être que tu devrais aller voir le médecin, ou alors si c'est quelqu'un dont on n'est pas sûr du regard, on peut avoir peut-être l'impression que la personne va nous juger. Elle fait ça parce qu'elle ne veut pas travailler, ou alors il fait ça parce qu'il veut partir en week-end et il veut être sûr qu'on ne le juge pas, donc il fait semblant de ne pas pouvoir y arriver. Alors, quels sont les troubles de l'humeur liés au stress? Lorsque les difficultés s'installent et que la charge de travail s'accumule, les troubles de l'humeur peuvent apparaître et créer de nouvelles complications. Alors, cela peut pousser la personne à avoir recours à un traitement psychiatrique. Parce que ces troubles de l'humeur, ils peuvent être l'anxiété, qui s'installe de plus en plus, et la dépression. Alors, comment est-ce qu'on doit réagir lorsque le stress s'installe? Ce n'est pas facile de remarquer les changements dans notre propre rythme de vie. C'est toujours difficile de s'observer soi-même et d'avoir une idée sur soi-même et d'évaluer son propre mode de fonctionnement. Ce sont les autres personnes qui vont nous dire tu as l'air plus stressé que d'habitude, ou tu as l'air plus inquiète que d'habitude, ou en ce moment tu es plus irritable que d'habitude. Mais soi-même, on a du mal à évaluer ce genre de choses avec justesse. Donc, les indicateurs sont pourtant observables si on accepte de les regarder. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Le sommeil. On peut faire des insomnies, mais les troubles du sommeil sont variés. Ça peut être des insomnies d'endormissement, comme ça peut être des insomnies de réveil, c'est-à-dire on a du mal à s'endormir, ou alors on se réveille très tôt au milieu de la nuit, on n'arrive plus à redormir. Ou alors il y a aussi d'autres troubles du sommeil, comme les cauchemars. Et l'humeur. On peut se sentir très irritable. Oui, si on manque de sommeil et qu'on s'alimente mal, on est irritable. Ce sont des conséquences qui s'enchaînent. Et enfin, il y a aussi la concentration. Et ça, c'est un des éléments qui est le plus souvent un point d'indicateur qui permet d'observer le stress. La concentration. Lorsqu'on n'arrive pas à se concentrer, c'est souvent une marque et une preuve de stress. Lorsque le même travail qu'on avait l'habitude de faire rapidement, on n'arrive pas à le faire dans le même temps, c'est un indicateur qui nous permet d'observer, de se dire directement, c'est pas normal. C'était moi, il y a 6 mois, je faisais ce travail-là, cette tâche, en 1 heure. Aujourd'hui, en 1 journée, je n'ai pas pu la faire. C'est qu'il y a un problème. Là, on peut observer cette différence. C'est plus difficile d'observer l'irritabilité. Parce que l'irritabilité, ça va être vis-à-vis d'une personne. Donc, on peut toujours dire, c'est cette personne qui m'a énervé. Ou c'est cette personne qui a utilisé ce vocabulaire-là qui m'a dérangé. Alors que la concentration, ça s'observe sur le temps. Tout comme le sommeil peut s'observer. Il y a aussi les troubles de la sociabilisation comme le repli sur soi, les troubles de l'estime de soi comme la dévalorisation, les troubles de l'alimentation comme le manque d'appétit qui peut aller vers une anorexie, ou alors un trouble de l'alimentation qui va plutôt vers la boulimie. Donc on peut plus s'alimenter et plus avoir tendance à manger en étant au travail ou en étant hors du travail, mais pour passer le temps. Et ça aussi, c'est une conduite alimentaire qui est liée au stress, ou en tout cas qui peut l'être. L'ensemble de ces signes conduit la personne à une expérience de souffrance psychique qu'elle ne peut pas partager. Les personnes qui rencontrent des troubles alimentaires ou des troubles du sommeil ou des troubles de la concentration ont souvent honte d'en parler. Donc, lorsque les personnes vont nous dire « tu n'as toujours pas fini ton travail », on a un peu honte de leur dire « non, on n'a pas encore fini ce travail ». Et le temps s'accumule, et le travail s'accumule, et on n'est toujours pas en train de finir le premier travail. À ce moment, il est nécessaire de consulter le médecin du travail pour obtenir un repos médical. Ce médecin pourra prescrire un suivi psychologique auprès d'un psychothérapeute.
Alors je vais vous présenter un exemple clinique complètement fictif, mais qui est tout à fait possible, qui est inspiré de différentes situations observées. Alors Madame F travaille depuis 25 ans comme assistante de direction dans une entreprise comptant 150 salariés. À ses débuts, c'était une jeune entreprise. Elle a toujours exercé son travail avec beaucoup de soin. Récemment, l'entreprise a été rachetée par un grand groupe industriel et beaucoup de recrutements ont été effectués pour augmenter les revenus. Le travail de Madame F a changé et elle ne s'y reconnaît plus vraiment. La charge de travail ayant augmenté de manière significative, elle a tenté de s'adapter à ce nouveau travail, craignant de le perdre. Car elle voyait le nombre important de recrutements. Parce que Madame F est passée d'une petite entreprise à une entreprise qui a été rachetée par un grand groupe qui a élargi les ressources humaines au point d'arriver à 150 personnes. Donc, son petit milieu de travail qui était connu et avec lequel elle entretenait des rapports cordiaux est passé à une entreprise avec des individus avec lesquels elle ne partage plus beaucoup. Visant à renouveler le personnel, ne souhaitant pas se faire remarquer, elle a accepté toutes les nouvelles requêtes de ses supérieurs, sans oser fixer de limites quant à la réalité de ses possibilités. Le travail s'accumule et elle n'arrive pas à en venir à bout. Ses journées s'allongent sans qu'elle ne puisse beaucoup avancer, car le travail continue de s'accumuler. Alors aussitôt que Madame F essaie d'avancer sur son travail, il y a une nouvelle pile de documents qui arrive et Madame F n'a même pas le temps de recevoir de la valorisation pour l'énorme travail qu'elle a réussi à faire, qu'il y a déjà beaucoup de travail de plus qui vient prouver qu'en fait, elle n'en a pas fait tant que ça finalement. Elle ne prend plus vraiment de pause pour le repas, car elle a peur d'être vue comme quelqu'un qui se repose pendant les horaires de travail, alors que ses collègues l'attendent pour avancer sur des dossiers. Son état de santé s'affaiblit car elle manque de sommeil, elle se sent très fatiguée. Cela entraîne des maux de tête et des difficultés de concentration. Cela oblige Madame F à devoir demander un repos médical car elle ne se sent pas capable de continuer à se rendre au travail et a peur du regard de ses collègues. Le médecin du travail diagnostique un burn-out. Alors Madame F, on se pose des questions sur comment elle aurait pu faire pour se sentir mieux. En vérité, Madame F ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'elle est dans une position à un travail. Et si le travail change, normalement un travail qui change doit venir avec des changements structurels qui permettent aux individus de ne pas juste changer de programme comme des machines. Normalement, un travail qui change doit venir avec une organisation qui permette à chaque personne de pouvoir suivre ce changement. Mais là, ce qu'on dit, finalement, Madame F était assistante de direction d'un patron qui se trouvait au Sénégal. Maintenant, Madame F est assistante de direction de la région. Elle a 5 patrons qui se trouvent dans 5 pays différents, qui lui donnent tous le même travail. Et Madame F doit suivre ce rythme. Donc, Madame F, finalement, la seule chose qu'elle peut faire pour se sentir mieux, c'est de ne pas travailler, en vérité. Mais est-ce qu'elle peut ne pas travailler? Ma collègue vous l'a expliqué, on a besoin de travailler. Le problème, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, que le stress arrive toujours dans un contexte. Et le contexte de Madame F, c'est l'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Madame F, elle se trouve à l'intersection de plein de stéréotypes. C'est une dame plus âgée que le reste du personnel, c'est une femme, donc elle souffre du stéréotype de les femmes sont paresseuses, les femmes plus âgées ne peuvent pas travailler. Donc, ces deux stéréotypes-là lui renvoient une image qui font que les autres employés se disent de toute façon, elle prenne parce qu'elle se met à l'aise, elle prend son temps. Donc on ne respecte pas forcément la valeur de son travail par rapport à ce que c'est réellement. Comment est-ce que ses collègues auraient pu l'aider? Peut-être, c'est une question ouverte à la discussion. Comment est-ce que l'entreprise aurait pu permettre à cette personne de se sentir reconnue et que ses tâches individuelles puissent avoir la valeur que ça représente comme effort qu'elle fait? Quelles habitudes de vie peut-elle mettre en place pour éviter que cela ne reprenne? Parce que Madame F, elle va avoir un congé et elle va revenir au travail. Est-ce que la charge de travail diminuera quand elle reviendra au travail? Est-ce que l'organisation du travail va réellement lui permettre de pouvoir avoir un mode de vie sain avec ce travail? Ou est-ce que Madame F va devoir, comme énormément de personnes, quitter l'entreprise et prendre une retraite anticipée lorsque le groupe s'élargit? Parce que énormément de personnes rencontrent une situation comme celle de Madame F et se retrouvent obligés, après plusieurs congés renouvelés, de prendre une retraite anticipée parce que l'entreprise demande des individus qui peuvent donner leur vie à l'entreprise. Sauf que Madame F est un individu qui a sa vie à elle
et qui a toujours travaillé en mettant beaucoup d'énergie dans son travail, mais qui n'a pas forcément besoin de donner tout son temps et son estime d'elle-même à une entreprise. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait normal d'être obligé de donner son âme à l'entreprise où on travaille. On participe, c'est un travail, mais on n'appartient pas au travail. On travaille avec des personnes et on collabore dans le cadre du travail. Et de quelle manière la question du genre et de l'intersectionnalité a un poids dans cette question? Et je pense qu'on pourra en parler pendant la discussion. En conclusion, le stress au travail, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire, comme vous avez pu le voir dans la présentation de Madame F, ce n'est pas seulement Madame F qui est en question, c'est toute la structure de l'entreprise, toute l'administration, toute la représentation du travail. La globalisation et la déshumanisation des travailleurs est un facteur aggravant. Le cadre professionnel devrait être protecteur et permettre la construction de liens entre les personnes qui permettent aux gens de s'inquiéter pour les autres qui travaillent avec eux. Tout le monde, à un moment dans sa vie, rencontre des difficultés dans le cadre professionnel. L'écosystème du travail doit être équilibré, car les difficultés des uns ont un impact sur celles des autres. Parce que Madame F, quelqu'un d'autre va faire son travail pendant qu'elle ne sera pas là-bas. Et cette autre personne ira probablement aussi prendre un congé parce qu'elle sera aussi probablement en burn-out.